Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir vous proposer, ce moment de pause sur un sujet qui vous préoccupe tous et toutes, puisqu'en fait, c'est une menace de notre économie que le coût de l'énergie et de notre compétitivité. Donc je pense qu'il était important de revenir sur ce sujet, en compagnie bien sûr de notre conseillère Claire Lamoury, qui est toujours à votre service et vous pourrez lui poser des questions. Nous y répondrons autant que faire se peut et de directeur, d'EDF, Fabrice, Berjal, qui est à nos côtés aussi, bien entendu, pour vous donner toutes les informations nécessaires aux évolutions qu'il y a eu sur l'accompagnement des entreprises sur, toutes les problématiques du coût de l'énergie. Donc je vous souhaite un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nous sommes là, bien entendu, et Fabrice aussi pour y répondre. Bonne séance à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à la CCI et à Claire également d'avoir organisé ce webinaire qui effectivement permet de vous apporter de l'information sur les dernières actualités sur le sujet de l'énergie, effectivement, comme ça a été souligné, qui est devenu prégnant dans votre actualité. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon? D'accord. Donc moi, effectivement, je viens vous parler ce soir de deux sujets notamment. Le premier, c'est le nouveau modèle de marché. Alors, à partir de 2026, effectivement, mais qui est d'ores et déjà disponible pour beaucoup d'entreprises que vous êtes, et je vais y revenir tout de suite. Et puis, effectivement, les mesures gouvernementales qui nous ont beaucoup occupés, vous et nous, l'année dernière, et qui, pour certaines de vos entreprises sont prolongées et vont pouvoir perdurer avec quelques ajustements, et j'y reviendrai également. Alors, j'essaie de mettre en grand écran, je ne sais pas. Voilà. Alors, premier sujet, effectivement, un nouveau modèle de marché, euh, issu aussi de réformes du marché au niveau européen, hein, parce que vous savez, voilà, qu'on est contraint, ou en tout cas régi par pas mal de règles évidemment européennes, dont certaines ont été réformées au regard de tout ce qui s'est passé en France, certes, mais au niveau européen, partout, sur la crise de l'énergie, qui a effectivement amené l'Europe à se reposer des questions sur le marché européen, et particulièrement sur un principe assez fondateur des règles européennes, qui était de dire euh, on autorise seulement à signer des contrats courts, parce qu'en signant des contrats courts, on favorise la concurrence, parce que bah, si on est chez un fournisseur d'électricité pendant 1 an ou 2 ans, ça peut amener une rotation, hein, et une intensité concurrentielle importante. Ça a eu des inconvénients, et je vais y venir tout de suite. Issu de cette réforme européenne, le 14 novembre dernier, donc c'est pas très vieux, hein, le gouvernement et EDF ont conclu effectivement un accord et présenté une nouvelle organisation de marché qui va succéder au fameux AREN, donc qui impacte directement pour la plupart de vos entreprises vos contrats d'électricité. J'y reviens rapidement. L'AREN, accès réglementé à l'énergie nucléaire historique, c'est-à-dire une grosse partie de la production d'EDF issue de notre parc nucléaire, qui est revendue à nos concurrents au prix de 42 euros, Dixit à prix coûtant. Bon, sauf que la Commission européenne, enfin la Commission de régulation, pardon, a estimé le coût de revient à 60 hein, récemment. Donc, on peut considérer que les 42 euros étaient même un prix en dessous de ce que ça nous coûte à produire, mais peu importe. En tout état de cause, ce système qui a à la fois présenté des bénéfices, mais qui ne vous a absolument pas protégé de la volatilité des prix de marché, il s'arrête en 2025, mais ça c'est la loi, c'était la loi NOM qui était votée depuis déjà une dizaine d'années. C'était déjà prévu qu'il s'arrête. Et il y a à peu près unanimité pour dire que c'est bien qu'il s'arrête, parce qu'il était complètement à bout de souffle pour les raisons que je venais de citer. Le nouvel accord qui a été conclu entre le gouvernement et EDF
il a trois objectifs. Vous assurer de la stabilité des prix, parce qu'effectivement, la volatilité et les effets de seuil que certains, peut-être d'entre vous ici connectés, ont connus avec voilà, des augmentations complètement folles, je vais me permettre de qualifier ça comme ça, bon, était effectivement difficilement compréhensible et soutenable économiquement pour vos entreprises. Deuxième objectif, mais qui est très lié, c'est vous assurer de enfin, continuer à assurer la compétitivité des entreprises en vous donnant la visibilité sur le long terme et effectivement à continuer ou à recommencer à continuer à bénéficier de cet atout qu'est la production nucléaire française. Et puis quand même un troisième objectif qui est de donner les moyens à la maison EDF de réaliser les investissements nécessaires pour la transition énergétique et notamment le renouvellement du parc nucléaire existant. Juste pour vous donner un chiffre, à partir de cette année, pendant 5 ans, notamment pour enclencher les investissements sur le nouveau parc nucléaire que nous a commandé le gouvernement et l'État français, c'est 25 milliards d'euros par an euh, qu'on doit investir sur le nouveau parc, mais aussi sur les énergies renouvelables, enfin, sur tous nos enjeux de transition énergétique. Pour vous redonner un chiffre comme ça, hein, le parc nucléaire actuel, alors, qui a été financé en fonds propres par EDF, hein, c'est pas le contribuable français qui a mis la main à la poche pour ça. Je sais que c'est souvent dans le discours ce qu'on entend souvent, mais là, pour le coup, nous avons emprunté à l'époque 100 milliards de francs pour financer les 56 réacteurs qu'on a aujourd'hui. L'État français nous en commande allez, minimum 6, mais probablement 14. Donc, c'est effectivement 25 milliards par an qu'on commence à investir. Et donc, deux manières de financer ça. Soit c'était des aides d'État et donc du contribuable, soit c'est effectivement par la vente du produit qu'on fabrique et par nos parcs de production, on en tire la marge nécessaire et suffisante pour pouvoir autofinancer nos propres investissements. Et c'est effectivement l'objectif et ce qui est attendu de cet accord dans les prix. Et si je reviens sur l'arène, 42 euros, un coût de production estimé à 60, on voit qu'effectivement, le système actuel ne permettait pas de financer ces investissements. Alors, on va s'arrêter un petit moment, mais pas trop longtemps, mais un petit moment sur cette courbe. Pourquoi effectivement, à partir du moment où on se donne de la visibilité long terme, on se donne aussi des prix à la fois moins chers, plus visibles et beaucoup moins volatiles. Ce que vous avez en abscisse, c'est l'année 2022 et mois par mois, la date à laquelle peut-être certaines de vos entreprises ont négocié leur contrat d'électricité chez les fournisseurs, quels qu'ils soient, notamment fournisseurs EDF. Et ce qu'on a en courbe bleu foncé, bleu clair, etc., c'est le prix du marché sur lequel, effectivement, les fournisseurs vont acheter l'électricité pour pouvoir ensuite vous la fournir et vous la refacturer. Qu'est-ce qu'elle dit, cette courbe? Bon, on voit bien hein, l'année. Donc voilà, si je suis en 2022 et que je dois négocier mon contrat et que j'ai entamé une discussion, notamment en août 2022 avec mon fournisseur, un des pires moments qu'on ait jamais connu, c'est probablement le pire d'ailleurs qu'on ait connu, avec un emballement des marchés lié, j'y reviens rapidement, mais la flambée du gaz, parce que l'Ukraine, mais pas que. Le problème qu'on a eu, nous, sur notre parc nucléaire, à cause d'un problème inédit aussi de corrosion sous contrainte, qui fait que là, il y a eu un côté d'emballement des marchés, qui détestent effectivement l'incertitude que ces problématiques pouvaient causer. Et puis un côté spéculatif aussi, c'est qu'une prise de parole politique de la présidente de la Commission européenne faisait baisser le prix de marché de moitié juste sur une prise de parole, sans forcément donner des décisions, mais dire on va se mettre autour d'une table et on va réformer le marché. Cette courbe, ce qu'elle montre, c'est que plus on met du temps entre le moment où je négocie mon contrat et où j'ai besoin d'être livré, la courbe bleu marine, c'est je négocie en 2022 pour une livraison en 2023.
La courbe bleu ciel, c'est négocié en 2022 pour une fourniture et une livraison en 2024, donc 2 ans après. Et ainsi de suite, la courbe verte, c'est 3 ans après. Et c'était le maximum que nous autorisait l'Europe. Hein, donc jusqu'à présent, on était contraint à des contrats maximum de 3 ans. Mais on avait connaissance de qu'est-ce qu'auraient pu être les prix de marché si on avait pu faire des contrats à 4 ans, voire à 5 ans. Et ce que ça nous montre, c'est qu'effectivement, non seulement les prix sont moins chers, mais surtout, ils sont beaucoup plus volatiles parce que plus on s'éloigne des éléments géopolitiques ou climatiques, et moi je qualifie souvent ça de l'effet papillon, il se passe quelque chose dans le monde et ça a une répercussion sur les prix de marché et donc sur les contrats des entreprises corésiennes, pour pas dire enfin françaises, euh, plus je m'éloigne de ce court terme, plus je peux avoir des prix qui sont bas, et surtout plus j'élimine et j'éradique tout le côté spéculatif qu'on a pu connaître sur les prix de livraison 2023 quand on négocie en 2022. Et là, la courbe, c'est ce qu'elle démontre. Donc ça fait partie complètement de ce qu'a l'Europe a admis et donc a réformé dans son marché, hein, dans ses règles de marché, en disant, bon, OK, on va donner la possibilité aux consommateurs, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient collectivités, euh, je ferai une toute petite parenthèse si jamais il y a des gens qui gèrent les marchés publics dans l'Assemblée, mais on va se focaliser principalement évidemment sur les entreprises. Si je commence à vous pouvoir négocier des contrats à N plus 4 ou N plus 5, je vais non seulement avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de visibilité, parce que là, on a des prix qui sont quand même très stables, et puis surtout des prix beaucoup moins volatiles et chers que quand on négocie à quelques mois par rapport à son échéance. Et donc, une des grandes, voilà, une des grandes leçons qu'on a pu tous malheureusement tirer de cette époque-là, c'est un contrat d'énergie, plus on l'anticipe, plus on se protège des fluctuations et plus on peut obtenir effectivement des prix intéressants si on se projette sur le long terme. Et c'est ce que va permettre et ce que permet cet accord qui a été conclu récemment avec le gouvernement, enfin avec l'État. Vous m'arrêtez si jamais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Du coup, ça prend quelle forme? Rapidement, pour les très très gros consommateurs électro-intensifs qui sont peut-être pas réunis aujourd'hui sur ce webinaire parce que on parle de, par exemple, de ArcelorMittal, notamment, enfin des très gros consommateurs en millions, pour pas dire plus, de kilowattheures. La possibilité leur sera proposée de conclure ce qu'on appelle des contrats d'allocation de production nucléaire. On est dans un contrat de partenariat où, certes, ils vont pouvoir bénéficier d'un prix très proche du prix de revient de la centrale, mais moyennant quoi, ils auront investi, ils auront partagé avec nous le risque sur le parc. Donc, ils vont devoir quelque part investir et co-investir avec nous sur le parc nucléaire, mais en contrepartie de quoi ils pourront obtenir effectivement des tarifs particuliers. Mais encore une fois, il y a une partage de risque euh, qui est pas neutre. Ce qui sera plutôt disponible pour vous, et ce qui est déjà disponible, puisqu'il y a déjà des contrats qui ont été conclus depuis le début de l'année de ce type-là, c'est la mise à disposition de rubans annuels moyens horizon 4 à 5 ans que vont pouvoir proposer ou que peuvent proposer d'ores et déjà tous les fournisseurs, dont EDF, et qui permettent, pour toutes les raisons que je viens de citer, de construire des offres voilà, sur des durées plus longues et apportant beaucoup plus de visibilité et de stabilité. Et je peux d'ores et déjà vous informer que certaines entreprises corésiennes ont souscrit ces contrats-là allant jusqu'à 2029 dans les semaines, enfin dans les jours derniers. Donc c'est pas, c'est certes on se projette très loin sur des années très lointaines,
mais c'est déjà une réalité avec des contrats qui sont disponibles et qui sont proposés aux entreprises selon certains seuils de consommation pour l'instant, mais ça va complètement se généraliser dans les semaines à venir. Deuxième grand pilier de cet accord entre EDF et le gouvernement, c'est que si jamais pour X ou Y raison les prix de marché repartaient à la hausse, je vais vous citer un exemple d'un risque qu'on entrevoit, sans faire de politique, mais enfin, de politique américaine, mais si jamais, par exemple, Donald Trump était réélu aux États-Unis, par rapport à ce qu'il annonce dans sa campagne, hein, donc c'est pas une surprise, il l'annonce, il l'affiche. Ces décisions qu'il prendrait par rapport à l'Ukraine, par rapport à la livraison de gaz en France, etc., auraient probablement un impact sur les marchés. Donc, les marchés sont baissiers ces temps-ci et on peut d'ores et déjà se projeter sur des longs termes. Donc, on ne peut que vous inviter à y réfléchir d'ores et déjà. Pour autant, si jamais les marchés repartaient à la hausse, ce qui n'est pas la tendance du moment, il y aurait un système de prélèvement de l'État d'une partie des revenus générés par le parc nucléaire à hauteur de 50% si on dépassait un certain seuil de prix de marché qui est là de à peu près 80 euros. Si on dépassait ces 80 euros du mégawattheure sur les marchés, ben l'État nous prélèverait 50% de ses revenus, de ses surbénéfices, je mets quand même des grands guillemets. Et puis si ces prix de marché dépassaient 110, il nous prélèverait 90% des revenus. Pourquoi faire? Ben pour les redistribuer aux consommateurs. Il y a un système qui s'appelle donc, c'est le terme qui a été choisi, de versement universel nucléaire, qui est soumis quand même à un projet de loi qui doit passer hein, à l'Assemblée nationale dans les mois prochains. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire si jamais les prix augmentent, les prix de marché, pas de surbénéfice, plus que n'a besoin EDF pour financer son projet d'investissement, et tout ce qui serait au-dessus, l'État le récupère et le fait redistribuer via tous les fournisseurs directement en pied de facture, sans démarche à faire d'attestation ou que sais-je encore. Du coup, par rapport à qu'est-ce qui change par rapport au système actuel? Bah, deux grandes choses. L'Arenh, c'était fixé à un volume de 100 TWh, ce qui fait que quand on est en pleine forme de production nucléaire, c'est un quart de notre production qui est vendue à 42 euros. Et l'année dernière, c'était plutôt plus d'un tiers de notre production qui était vendue à ce prix-là à nos concurrents. Là, le nouvel accord, c'est que toute notre production nucléaire enfin, est concernée par cet accord avec l'État. Donc 100% de notre production nucléaire rentre dans cet accord de possibilité de proposer des contrats long terme jusqu'à 5 ans. Et contrairement à l'Arenh, et ça moi je trouve ça enfin, fondamentalement différent, avec l'Arenh et le fameux phénomène de l'écrêtement que peut-être certains ont connu, où je signe un contrat qui me paraît pas cher au début, et puis bah, comme il se vend plus d'Arenh par nos concurrents que ce qu'ils n'ont disponible, la commission de régulation est obligée de raboter tout ce qui a été vendu en surplus, et les fournisseurs sont obligés de remplacer le prix d'Arenh pour une partie de votre consommation par un prix de remplacement qui pouvait être très cher parce qu'il était directement pris sur les marchés. Donc, ce système où je signe un contrat qui me semble intéressant, et puis au mois de février, une très mauvaise surprise pour mes prix de l'année en cours. Là, on passe sur un système où je signe un prix qui va rester fixe pendant la durée du contrat, 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon ce que vous aurez choisi, et que au mieux, enfin au pire, vous aurez une bonne nouvelle sur une déduction directement sur votre facture qui vous sera annoncée en fin d'année pour l'année suivante. Et ce système met en place finalement un système. Au pire, vous aurez une déduction. Enfin, au mieux, vous aurez une déduction. Au pire, vous paierez le prix que vous avez signé avec votre fournisseur et qui vous est connu sur la durée totale du contrat. Il ne bougera pas et restera fixe. Donc, ça change quand même effectivement fondamentalement la notion de visibilité de vos contrats. Quand vous souscrivez un contrat avec un fournisseur, ben, il restera fixe effectivement
pendant toute la durée du contrat et vous ne serez pas soumis à ces évolutions désagréables, pour ne pas dire autre chose, en cours de contrat. Dernière évolution qui est bien partie, mais qui là aussi doit passer par la loi, mais dont on sent bien que les parlementaires ont envie d'accélérer le sujet, c'est la possibilité pour toutes les TPE, donc moins 10 salariés et de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'elles puissent bénéficier du tarif réglementé, quelle que soit leur puissance souscrite. Aujourd'hui, ce tarif réglementé, qui a été une valeur refuge pour beaucoup de nos clients qui sont revenus au tarif réglementé pendant que c'était la crise énergétique, parce que même s'il n'est pas parfait, il était quand même extrêmement protecteur par rapport aux hausses. Et j'y reviendrai par rapport à ce qui évolue au niveau des taxes, etc., et des boucliers tarifaires. Ce tarif réglementé, aujourd'hui, il n'est disponible que si on a une puissance électrique maximum de 36 kW au compteur. Et dès qu'on dépasse cette puissance-là, ben on ne peut pas accéder au tarif réglementé, il faut une offre de marché. Je prends un exemple facile, les boulangers. J'ai un four électrique, donc je peux être une TPE, et pour autant j'ai un besoin électrique de plus de 36, je peux être à 48, 60, etc. Et là, je n'ai pas accès au tarif réglementé, et là, je prends effectivement, entre guillemets, de plein fouet les évolutions de marché qu'on a connues ces 2 dernières années. Donc là, ce qui devrait être voté a priori, je pense, début 2025, si le calendrier est tenu, c'est que quelle que soit ma puissance électrique, que je sois à 24 ou à 120 kilowatts, je pourrais bénéficier, si je suis une TPE, du tarif réglementé. Donc il n'est pas parfait, mais il peut être aussi une valeur refuge sur des moments où les marchés s'emballent un peu, même si avec l'accord que je viens de décrire, il y a des phénomènes protecteurs quand même qui sont mis en place. Et donc, pour conclure sur déjà cette premier bloc de l'accord et de qu'est-ce que seront les contrats qui vous seront proposés par les fournisseurs et pour certaines entreprises déjà proposés et même souscrits, ben, il y aura, si je suis une TPE ou assimilée, parce qu'il y a aussi les petites collectivités qui pourront souscrire au tarif réglementé, je peux revenir au tarif réglementé si je pense que c'est la meilleure offre, ou je peux passer à une offre de marché si elle me paraît plus séduisante. Typiquement, là, actuellement, entre le tarif réglementé et les offres de marché qui sont proposées, bah, il y a battle, entre guillemets, sur le niveau de prix. Si je suis une PME, une ETI, une grande entreprise, mais que je ne suis pas électro-intensif, et si je suis une collectivité ou un groupement, moyennant que je change un petit peu les habitudes d'achat en marché public, la plupart du temps, beaucoup, c'est des accords cadres de 4 ans à l'intérieur duquel on fait des marchés subséquents de 2 ans. Bon, ben là, si effectivement les acheteurs publics changent un petit peu ces habitudes fort légitimes qu'ils avaient jusqu'à présent, mais qui les ont quand même beaucoup exposés à la volatilité, et que j'allonge mes durées de marché subséquents, je pourrais bénéficier de la même manière d'offres de marché fixes jusqu'à 4 ou 5 ans et qui redonnent de la visibilité et stabilité telle que je l'ai décrit. Et c'est voilà. Pour les entreprises, pour la plupart d'entre elles, c'est disponible dès à présent. Et puis si je suis un grand client électro-intensif, on a assez peu sur le territoire, voire pas du tout d'ailleurs, je peux effectivement souscrire différents contrats, dont les contrats d'allocation de production nucléaire que j'ai décrits tout à l'heure. Bon, voilà. Il y a un calendrier, il y a une consultation publique qui a été lancée fin 2023. Ça doit passer aussi par le vote de la loi pour la redistribution du revenu universel nucléaire. Et il y a surtout une clause de revoyure avec l'État dès le mois de juin prochain pour voir si effectivement les clients, les consommateurs ont une réelle appétence sur ces contrats ou si ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, il faudrait revoir le modèle.
mais de ce qu'on voit des premières semaines, il y a une vraie appétence parce qu'il y a un vrai intérêt pour vous. Sur le premier bloc de sujets, voilà, quel sera l'avenir des contrats d'électricité? J'ai fini cette première séquence. Est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà? Pour l'instant, il n'y en a pas dans le chat, mais n'hésitez pas. Ça marche. Alors, dans ce cas-là, si vous en êtes d'accord, je l'enchaîne rapidement, du coup, avec le deuxième sujet, que sont les aides gouvernementales qui se sont mis en place l'année dernière pour répondre partiellement à la flambée des prix pour certaines entreprises qui avaient effectivement dû négocier leur contrat au moment de la flambée des prix. Alors, contrairement à ce qui s'était annoncé à l'automne 2023, moi j'avais beaucoup de messages, y compris voilà, des chambres consulaires ou des organisations professionnelles qui, dans le cadre de leurs discussions nationales, semblaient dire, ouh là là, on apprend qu'il n'y aura pas de prolongation des aides gouvernementales. Finalement, l'État est revenu sur c'était pas une décision, mais cette tendance, parce que, effectivement, conscient qu'il y avait des entreprises qui étaient durablement engagées dans des contrats de fourniture élevés, bah, il fallait prolonger les aides à minima sur 2024. Et donc, bah, on s'inscrit dans la durée de ces aides pour amortir le choc, si je puis dire, des entreprises qui sont directement concernées par ces prix et ces contrats élevés. Bon, je ne reviens pas sur cette courbe, je vous l'ai présentée, mais c'est bien, voilà, donc les aides, elles sont bien destinées aux entreprises qui ont dû signer malheureusement parce que leur contrat arrivait à échéance au plus mauvais moment, quels que soient les fournisseurs. Fabrice, je ne Oui. suis pas sûre que vous voyez, enfin, je ne sais pas si les gens voient ce qui se passe à l'écran, mais nous, on a perdu Ah, la mince. présentation. Alors, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, le partage a sauté. Voilà, merci. Eh ben, merci Claire, parce que je n'avais pas vu, effectivement. Du coup, la décision a été, alors vous voyez l'histoire ou l'historique des aides gouvernementales, déjà des décisions qui étaient prises en 2022, le gros des aides gouvernementales en 2023, et ce qui est d'ores et déjà décidé de prolonger en 2024, même s'il y a des choses qui sont encore en projet et qui n'ont pas été complètement tamponnées dans la loi de finances de fin d'année. Donc, je vais vous parler de ce qu'on est sûr qui va se prolonger. Alors déjà, petit moment sur le tarif réglementé qui connaît un doux paradoxe. Donc, je vous en ai parlé, ça a été une mesure assez protectrice, voire très protectrice, à la fois pour les clients particuliers qui peuvent toujours en bénéficier et pour les TPE dont la puissance et les besoins électriques sont inférieurs à 36 kg. Vous avez sur l'histogramme là, hein, quels auraient été les prix, et d'ailleurs je vais mettre peut-être un pointeur si j'y arrive. Euh, Voilà, si vous voyez mon pointeur, typiquement en 2023, vous avez la différence entre quels auraient dû être les prix du tarif réglementé. Non, On l'a pas à l'écran, hein, Fabrice. on est Vous resté avez sur les rien? aides. Non, on est resté sur les aides gouvernementales pour 2024, la diapo 14. Ah, alors là, alors là, là j'ai une problématique technologique. J'arrête le partage, je le recommence et vous me direz si. Est-ce que vous voyez la diapo 15? Oui. Oui. Ah, super. Donc le fameux Ah oui, le diagramme. pointeur, on l'a là. Ah, super. Alors, donc, si j'y reviens, si je vais prendre l'année 2023 parce que c'est quand même l'année
pic un peu de la répercussion de tout ce qui s'est passé depuis 2022. Le tarif réglementé, s'il n'y avait pas eu de bouclier tarifaire, il aurait dû être à 452 € du mégawattheure. Donc on doublait quasiment entre 2022 et 2023. Et grâce au bouclier tarifaire, il a été réduit, alors je mets des guillemets dans le seulement, à 240 € du mégawattheure, ce qui est déjà assez élevé, par deux mécanismes. Euh, la minoration à son minimum de tout ce qui est taxe, qu'on appelle maintenant désormais les axes, et j'y reviendrai, et puis aussi une minoration de la partie fourniture. Idem sur l'augmentation de août 2023, et ça aurait dû être toujours 450 € à peu près, et même s'il y a eu une augmentation de plus 10%, on est resté sur un montant très raboté de 264 €. Là, on est en 2024 avec un doux paradoxe, je vais le dire comme ça, c'est que le montant hors taxe du tarif réglementé, il baisse parce qu'il suit l'évolution des prix de marché et que les prix de marché étant sur une tendance baissière, eh ben, le tarif réglementé hors taxe, il baisse. C'est écrit quelque part, voilà, de moins 3,55% en moyenne au 1er février. Sauf que au 1er février, c'est aussi le moment où du coup le gouvernement a décidé de réinstaurer cette partie orange là, vous voyez, qui avait été minorée, pour pas dire annulée pendant les périodes de bouclier tarifaire. Les tarifs et les tendances se calmant et s'apaisant, l'État a décidé effectivement de réinstaurer ces taxes-là. Ce qui fait que, alors qu'on a un tarif qui est hors taxe baisse, effectivement, en réintroduisant des taxes qui étaient quasi nulles en 2022 et 2023, au final, l'augmentation est en moyenne, plus 5,7% pour l'ensemble des bénéficiaires du tarif réglementé en TPC, et pour les particuliers, une hausse TTC un peu plus forte, puisqu'on tutoie les 10% quasiment si je suis un client particulier, puisqu'encore une fois, les TPE inférieurs à 36 kg de besoins électriques peuvent toujours bénéficier de ce tarif réglementé. Donc, dans la com, c'est un peu paradoxal, c'est que le bouclier tarifaire, il reste, mais où on commence à réintroduire des taxes, alors pas tout à fait au niveau où elles étaient avant, effectivement. Donc, il y a bien un maintien du bouclier tarifaire, mais qui, pour autant, sur des montants TTC, qui intéressent particulièrement les clients particuliers qui ne récupèrent pas la TVA, effectivement, enfin les taxes, effectivement, là, on a une augmentation à nouveau du tarif réglementé qui, en niveau moyen, est à 27 centimes du kilowattheure ou, si je le reconvertis, 278 € du mégawattheure TTC. Ça reste protecteur. Rappelons-nous que le kilowattheure, il est monté jusqu'à 1100 € au pic historique et que pendant des mois et des mois et des mois, on était entre 400 et 600. Donc ça reste inférieur, même si effectivement les augmentations successives, on comprend nous tout à fait que ça reste compliqué à absorber pour ceux qui ont ces tarifs-là. Bon, du coup, je fais un petit focus sur cette fameuse partie taxe. Donc, dans les taxes, dans les composantes d'une facture d'électricité, il y a une partie fourniture, c'est celle qui a flambé le plus. Une partie acheminement, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux, celle-là, elle est assez stable. Puis il y a une partie taxe. Il y a la TVA, que vous connaissez, il y a la CTA, et puis il y a ça là qui s'appelait un coup CSPE, puis ça s'est appelé TICFE, TICFE. Le nouveau nom, c'est les taxes sur l'électricité, c'est la même chose. C'était cette partie-là qui avait été minorée au plus bas niveau possible par la loi, c'est-à-dire à 0,5 € du mégawattheure quand c'était à plus de 22. Et c'est cette taxe-là
qui a été remonté effectivement pour les entreprises à 21 € du mégawattheure si je suis inférieur à 36 kg et 20,5 si je suis supérieur à 36. Donc, c'est voilà, c'est le côté très paradoxal d'un prix hors taxe qui baisse, mais qui a un prix TTC qui augmente parce qu'on réintroduit quelque chose qu'on avait à un moment euh, minoré à son maximum pour mettre en place le bouclier tarifaire. On n'est que sur la fiscalité, là, hein, et d'ailleurs, bon, les gens de la DGFiP ne sont pas là, mais c'est la direction des finances publiques qui est chargée du recouvrement de ça, et évidemment, évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas, les fournisseurs, là, ne sont que des intermédiaires de perception de cette fiscalité qui repart, évidemment, qui repart à l'État, évidemment. Alors, deuxième mesure gouvernementale qui est prolongée, mais qui est légèrement modifiée, ça s'appelait bouclier tarifaire aussi pour les offres de marché. Là, ce qui a été décidé, c'est de mettre en place un plafond de prix pour toutes les TPE. Alors, que je sois inférieur à 36, que je sois supérieur à 36, là, la loi de finances, c'est bien parce qu'elle simplifie le système. Si je suis une entreprise de moins de 10 salariés, avec moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, quels que soient mes besoins électriques et la puissance que j'ai au compteur, je me verrai appliquer, si j'en bénéficie, pardon, d'un plafond de prix maximum de 230 € du méga, quel que soit mon prix auquel j'ai acheté l'énergie. Si je l'ai acheté à 400, si je l'ai acheté à 500, là, il y a un coût de rabot unique et uniforme de 230, ce qui fait que, bon, évidemment, il faut rajouter la partie acheminement et taxes, mais on se rapproche quand même beaucoup du tarif réglementé grâce à ce plafond de prix pour les TPE, et encore une fois, quelle que soit ma puissance électrique. Ça simplifie les choses. Et autre chose qui est destinée à vous simplifier la vie, c'est que pour les entreprises qui avaient déjà bénéficié des mesures gouvernementales l'année dernière parce qu'elles avaient fait et envoyé leur attestation d'éligibilité à leurs fournisseurs, si vous en bénéficiez, si vous l'avez déjà fait en 2023, vous n'avez pas besoin de le faire en 2024. Il n'y a aucune démarche à faire pour continuer à bénéficier de cette mesure nommée le plafond de prix. J'y viens, si jamais, pour X, Y raison, soit vous n'aviez pas envoyé l'attestation d'éligibilité, soit si vous avez changé à un moment de statut, parce qu'une entreprise, évidemment, on le sait, sa vie, hein, y compris dans ses statuts, ou sa situation, et que vous pourriez devenir éligible là où vous ne l'étiez pas, où vous n'aviez pas fait les démarches en 2023, tous les fournisseurs ont remis à disposition des attestations d'éligibilité sur leur site, notamment EDF, hein, il y a des attestations qui sont disponibles pour demander l'éligibilité si jamais vous aviez besoin de le faire. Mais encore une fois, si vous aviez les mesures gouvernementales appliquées sur vos factures en 2023, aucune démarche à faire, elles vont s'appliquer sur les factures de février-mars dès à présent. J'ai parlé des TPE. Les PME et assimilés, j'ai toujours l'amortisseur. Donc pareil, hein, donc c'est pour les entreprises qui ont signé leur contrat avant le 30 juin 2023, donc encore une fois au moment où les prix étaient les plus élevés. Bon, là dans cette diapo, il y a la définition de ce qui est au regard de l'INSEE d'ailleurs, hein, c'est pas EDF qui décide de ce que doit être une PME. C'est également valable pour les collectivités territoriales et leurs groupements à partir du moment où j'emploie moins de 250 personnes et que j'ai un chiffre d'affaires ou un bilan inférieur à moins de 50 millions d'euros. Je peux bénéficier de cet amortisseur qui prend la forme avec quelques ajustements par rapport à l'année dernière. Donc, je vais parler de l'année dernière et puis, du coup, on pourra faire la comparaison avec ce qui va se passer pour cette année. L'année dernière, l'amortisseur, il prenait effet à partir d'un premier seuil à 180.
Là, le seuil a été effectivement rehaussé. Donc, ça rentre en place si à partir d'un seuil à 250 € du méga, 25 centimes du kilowattheure, il y avait un phénomène de capage, c'est-à-dire que quel que soit le prix auquel vous avez négocié, le calcul de la compensation était capé à un maximum à 500, ce seuil haut là, ce plafond. Et le calcul de l'amortisseur de l'année dernière, c'était 500 moins mon seuil bas de 180 et s'appliquait un amortisseur de 50% de cet écart-là. Là, le calcul a été changé. Il n'y a plus de capage, c'est-à-dire quel que soit le prix auquel ça a été négocié, 500, 600 ou au-delà, il y en a quelques-uns, je fais mon prix de ma composante énergie moins ce seuil de 250 et le montant de l'amortisseur a été augmenté à hauteur de 75% de cet écart-là. Donc, il y a un principe là, qui a été introduit dans la loi de finances par le pouvoir public, c'est on aide peut-être un peu moins d'entreprises, mais on les aide beaucoup mieux, puisqu'effectivement, la part de l'amortisseur, elle est à hauteur de 75% sans plafond haut du prix d'achat initial du contrat. Donc, voilà, les montants de l'amortisseur risquent d'être plus importants que l'année dernière pour les entreprises qui vont continuer à en bénéficier. J'en parle, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'entreprises concernées sur notre territoire et connectées au webinaire, mais on a quelques clients qui vont être touchés par cette décision gouvernementale. C'est que la compensation maximum cumulée sur 2023-2024 sera un maximum de 2 250 000 €. Bon, nous, voilà, on a des entreprises clients qui ont déjà touché 2 millions d'amortisseurs l'année dernière et il leur resterait plus que 250 000 à toucher, ce qui peut leur poser problème. Mais là encore, il faut être très, 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 très gros consommateur pour avoir touché déjà 2 millions d'amortisseurs l'année dernière. Et des chiffres et de ce que je regarde du territoire, il n'y a pas d'entreprises corréziennes qui sont dans cette situation-là. Même combat que pour le plafond de prix. Si vous avez eu l'amortisseur l'année dernière dans vos factures, vous n'avez aucune démarche. Et si vous ne l'avez pas eu, mais que vous pensez y être éligible désormais, vous pouvez en faire la démarche et la demande auprès de votre fournisseur actuel. Et bon, l'aide au guichet, c'est plutôt le sujet des services de l'État. Voilà un résumé des différents mesures gouvernementales qui sont, voilà, qui sont prolongées sur l'année 2024. Et puis voilà, j'ai parlé beaucoup de prix, les prix de marché, les contrats d'achat, les mesures gouvernementales qui viennent essayer d'amortir le choc énergétique qu'on a pu connaître pour certaines entreprises qui ont dû négocier les contrats à cette période néfaste. Bon, je suis évidemment moi, à l'écoute de vos questions et je conclurai simplement par dire, bon, pour rappeler que le montant en bas à droite de vos factures, c'est une dépense énergétique qui est toujours issue d'une fameuse multiplication entre un prix et un volume de consommation. Là, on a parlé beaucoup des prix, parce que c'est l'actualité qui le veut, mais que vous avez effectivement toujours la main et on est toujours à votre écoute, nous et les autres, mais nous avons à EDF des mesures d'accompagnement pour vous aider à travailler le volume de consommation, y compris l'empreinte carbone, parce que quand on travaille son empreinte carbone, on travaille mécaniquement, j'ai presque envie de dire, son nombre de kilowattheures consommés au compteur. Et qu'en travaillant sur ces sujets-là, c'est des prix et des contrats que j'anticipe dans ma stratégie d'achat sur du moyen terme et un travail sur le nombre de kilowattheures que je consomme ou que j'achète, eh ben, c'est le bon moyen pour essayer de maîtriser au mieux sa dépense et donc derrière sa compétitivité, enfin tout ce que vous connaissez bien mieux que moi.
Et donc voilà, si vous avez besoin de l'accompagnement d'EDF, avant que je laisse la main, parce que la CCI fait énormément d'accompagnement aussi sur ces sujets-là, mais on est aussi à votre écoute pour vous aider à mettre le pied à l'étrier sur voilà, des démarches de ce type-là. Et voilà, je vous remercie de votre attention déjà, et je suis à l'écoute de vos questions s'il y en a. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Ben, n'hésitez pas, hein, s'il y en a. Sinon, moi, je vais prendre le relais, mais juste sur quelques sujets, donc pour faire le point avec, enfin, pour prendre la suite de ce que disait Fabrice. C'est qu'effectivement, l'électricité la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc pour faire un peu le récapitulatif, ben, on commence par faire un état des lieux un petit peu de ce qu'on consomme, pourquoi et où est-ce qu'on a nos consommations. Et ensuite, on peut travailler sur 3 thématiques. La sobriété, donc réduire le besoin énergétique, l'efficacité, donc produire de la meilleure façon et utiliser les énergies renouvelables. Voilà. Donc pour faire l'état des lieux, eh ben, on suit ses consommations, on peut analyser la courbe de charge, on peut installer des sous-compteurs sur les postes électriques qui nous semblent les plus importants. On peut mener ou faire mener des campagnes de mesure. On peut se comparer à d'autres, entreprises équivalentes. On peut réaliser aussi des audits, énergie dans certains cas. Et on peut également former un référent énergie, dans nos entreprises, qui permettent derrière d'avoir un suivi, régulier, la mise en place d'actions, à l'année. Donc les thématiques à explorer pour pouvoir agir sur ces consommations énergétiques, elles sont nombreuses. Heu, on peut donc citer le management de l'énergie, tout ce qui est lié au froid, la chaufferie, l'éclairage, la production de vapeur pour la partie industrie, tous les équipements électriques qui existent, hein, que ce soit les ordinateurs, les frigos, etc. Tout ce qui est lié, au chauffage. Alors je vois qu'il y a une question-réponse, de, monsieur Lafond qui demande si on pourrait en revenir sur le slide sur le guichet d'aide. Donc là, c'est plutôt Fabrice qui a la slide. Donc je peux laisser la main s'il y a une question plus spécifique peut-être? Si Fabrice est encore, présent. Oui, oui, je suis encore là. J'avais coupé caméra et micro. Oui, j'ai vu. Alors, c'est vrai que je suis passé vite. Parce qu'effectivement, moi, j'avoue m'être concentré sur les mesures gouvernementales comment dire, qui sont embarquées directement dans les factures des fournisseurs de manière automatique à partir du moment où on a fait la demande d'éligibilité, l'attestation. Alors, je reviens sur la bonne slide. Alors, je la repartage. Hop. Je pense que c'est celle-là qui avait dû attirer l'attention. Oui. Alors c'est vrai que je suis passé vite. Donc l'aide au guichet dans les grandes lignes, c'est ciblé pour plutôt les ETI et qui cumulent effectivement certains critères d'éligibilité. Alors être énergo-intensif, hein, pour l'État, c'est effectivement avoir des dépenses d'énergie en 2024 qui représentent plus de 3% de son chiffre d'affaires 2021. C'est pouvoir justifier effectivement un excédent brut d'exploitation négatif ou en baisse sur cette même année par rapport à 2021. Et comme les autres dispositifs, avoir signé un contrat d'électricité avant le 30 juin 2023. Et là encore, on est un peu sur le même mécanisme que l'amortisseur. On est sur une compensation de 75% de la facture au-delà d'un seuil qui n'est pas tout à fait le même, qui est de 300.
toujours le taux de 75%. Donc, on prend son prix moins 300 fois 75%, et on a effectivement le montant de l'aide potentielle au guichet, mais pour lequel, là encore, ça ne passe pas par le fournisseur, ça passe par les services de l'État et la DGFiP. Je ne Et sais pas si si j'ai je bien réponds du coup. compris, là, c'est encore dans les tuyaux, c'est pas tout à fait voté et donc pas mis en Ben, place. c'est les informations, moi, que j'ai à aujourd'hui. Euh, euh, mais là, alors c'est vraiment pas pour botter en touche, mais là, malheureusement, les interlocuteurs les plus, enfin pas malheureusement d'ailleurs, mais les interlocuteurs les mieux placés, là pour le coup, c'est la DGFiP qui saura mieux répondre, mais effectivement, là, il semblerait que ce soit quand même à l'état de projet pour l'instant. D'accord. Bon, la diapo semble quand même assez précise pour penser que c'est disponible, mais bon. Moi, cette présentation, elle est mise à jour par nos services juridiques de la semaine dernière, fin de semaine dernière, jeudi dernier. Donc, elle est quand même toute récente et l'aide au guichet restait quand même à l'état de projet, effectivement. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Moi, là, pour le coup, c'est pas nous qui se construisons directement, mais on peut vous mettre en lien, mais comme Claire, enfin, on est très solidaire sur le sujet pour vous mettre en lien avec les bons services si effectivement ça passe pas directement par la facture du fournisseur. Tout à fait. On peut vous accompagner là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Donc le webinaire est enregistré et donc le replay, vous sera, envoyé et partagé donc, après la réunion. Ce sera fait probablement demain dans la journée, le temps de récupérer le fichier, comme il faut. Voilà. Je vais reprendre là où j'en étais. Donc les thématiques à explorer. Donc bon, je passe très vite parce qu'effectivement, ça dépend des entreprises, mais il y a quand même plein enfin, de points de vigilance et d'endroits où on peut aller, regarder, les consommations, énergétiques et voir de quelle manière on peut, être plus sobre et plus efficace. Donc si je passe la sobriété, donc c'est essentiellement la modification des comportements. Donc on va travailler sur la formation et la sensibilisation, aux éco-gestes. On va pouvoir, changer son mode, d'éclairage. Donc au lieu on éteint la lumière en sortant des pièces, le chauffage, on va baisser un peu et cetera. On met ses appareils en veille. On peut, changer sa température de consigne pour l'eau chaude. Voilà, on est sur vraiment sur un changement de comportement. Donc ça, c'est un des points possibles pour agir sur la réduction des consommations énergétiques. Le point suivant, c'est, donc de travailler sur l'efficacité. Donc, comment je fais pour, diminuer mes consommations, avec un effet, donc, dans la durée. Donc je peux travailler sur l'enveloppe du bâtiment. Je vais isoler mon bâtiment. Je vais changer mes ampoules qui vont me permettre donc de consommer moins tout en gardant le même éclairage. Je vais changer mon mode de chauffage et cetera. Donc il y a différents, voilà, on peut aller chercher un petit peu partout. L'air comprimé, on va, déjà faire une recherche de fuite et puis on va aussi, voir si on ne peut pas avoir un compresseur plus efficace ou plus adapté à nos process. Pour ça, on peut les financer. Alors j'ai remis en exemple quelques fiches, donc des C2E, les certificats d'économie d'énergie qui sont un des moyens de financer justement cette performance énergétique. Donc sur tout ce qui est tertiaire, l'isolation des combles ou de la toiture, du plancher, les fermetures des meubles frigo à température positive. Sur, la partie, plus, process, donc les variateurs électroniques de vitesse, la régulation, sur les groupes, de production de froid, tout ce qui est, voilà, lié au système de pilotage des moteurs électriques, les systèmes motorégulés, donc
sur certaines installations. Donc voilà, que ce soit process ou enveloppe du bâtiment, il y a possibilité de financer ces investissements qui sont liés aux réductions, oui, aux réductions de consommation. La troisième option, c'est de regarder du côté des autres énergies, donc soit en cherchant à décarboner nos process ou nos productions de chaleur. Donc, je pense à la biomasse, à la géothermie, à l'eau chaude solaire. Il faut savoir qu'en Corrèze, on a la chance d'avoir tout le territoire désormais qui est couvert par les contrats de chaleur renouvelable que l'ADEME a mis en place avec les territoires et qui permettent de financer justement ce type de projet, donc de chaufferie biomasse, de géothermie ou de mise en place d'eau chaude solaire. Donc voilà, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, faut pas hésiter à prendre contact, donc soit avec moi, soit avec les territoires directement, donc l'agglo de Brive, l'agglo de Tulle ou le syndicat de la Diège, qui peuvent vous aider sur ces thématiques-là. L'autre solution, c'est aussi effectivement de produire sa propre électricité, donc via du voltaïque, pardon, soit en autoconsommation, soit en revente totale ou partielle, selon différents critères. Et donc là, je vous laisserai vous tourner plutôt vers EDF qui a tout un tas de propositions à faire sur cette thématique-là. Donc dans tous les cas, faut pas hésiter à revenir vers moi, que ce soit sur des questions bien spécifiques, donc des recherches d'informations ou après, même pour faire un point. Donc on peut organiser une visite énergie de votre entreprise pour faire le point, que ce soit sur le management de l'énergie, sur les usages et ensuite travailler donc sur, tout le plan d'action qui peut en découler pour, faire des économies d'énergie, pour mieux consommer et cetera et donc jusqu'à la formation de référents énergie dans l'entreprise. Donc voilà, c'est tous les secteurs sur lesquels, on peut intervenir, pour vous accompagner à la CCI. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. J'ai été rapide, mais c'était pas spécialement l'objet du webinaire, c'était plus pour, voilà, pour en profiter pour faire un petit rappel. Donc, certes, il faut bien négocier ses tarifs d'électricité, mais il faut aussi essayer d'en consommer moins, ça reviendra encore moins cher. Merci beaucoup. Alors, je regarde s'il y a des questions qui se sont rajoutées. A priori, non. Donc, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, il va me rester à remercier Fabrice Berjal pour son intervention éclairante et puis, vous rappeler voilà, de ne pas hésiter à revenir vers nous si vous avez des besoins spécifiques. Voilà. On est là pour vous. Voilà, merci beaucoup.